Ben, merci d'être venu finalement assez nombreux, j'avais un peu peur au début, il n'y a pas grand monde. On commence, on a juste 10 minutes de retard, c'est pas catastrophique. J'ai eu quelques soucis, je voulais me brancher sur les haut-parleurs de la salle. J'ai fait des essais avec Daniel il y a 1 heure, ça marchait bien. Et là, ça ne marche plus, alors je ne sais pas trop pourquoi. En tout cas, j'ai eu la bonne idée quand même d'amener ma vieille chaîne Wi-Fi en backup et ça marche. Oui, le photographe officiel passe, mais si, au fait, ce que je vais dire tout à l'heure, si vous ne voulez pas être filmé, s'il vous plaît, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas être filmés, mettez-vous derrière les caméras. Hein. Ou cachez-vous. Et puis si vous ne voulez vraiment pas être photographié, bon, je ne pense pas qu'il y a des gens ici qui viennent. Ça, vous ne voulez pas être photographié? Dites-le. Comment? Oui, bah flouter, moi j'aime pas trop parce que ça me prend beaucoup de temps. Alors s'il te plaît, la dame là ne voudrait pas être photographiée. La dame en vert, en rouge. Donc le conférencier tout à l'heure, ce sera Daniel Robin qui va nous parler d'abord de son activité d'ufologue à Lyon, mais surtout de son livre que j'ai ici, Les Triangles de la Nuit. En attendant, comme d'habitude, je vais passer quelques actualités. Moi, je vais aller assez vite parce qu'on a pris un peu de retard. Je ne voudrais pas que ça déborde sur la conférence de Daniel. Donc, je vais parler un petit peu d'ufologie, oui, astronomie et astronautique, et ensuite les annonces, et ensuite je passe la main à Daniel. Ok. Donc ça, j'en ai déjà parlé, c'est le droit à l'image. Alors, ufologie, je vais parler d'actualité américaine, très rapidement 2 livres qui sont ici, et puis une bêtise, une découverte en France. Il faut un peu de bêtises quand même, pas que sérieux. Alors, l'actualité US, ben, vous savez, ça continue encore avec l'ATP, ainsi que le groupe fondé par Tom DeLonge pour travailler sur ces problèmes, comment dire, ce qui a été publié par le New York Times à propos de rencontres faites par la Navy, des pilotes de la Navy, avec des objets volants non identifiés, que ce soit sur la côte ouest ou sur la côte est. Ce qui est intéressant là, c'est quand même que M. Christopher Mellon, qui était quand même un sous-secrétaire à la Défense, donc quand même un personnage important, il a dit que le problème existait depuis longtemps et que le gouvernement doit enfin le résoudre. Alors jusqu'ici, le gouvernement prétendait qu'il n'y avait pas de problème et qu'il n'y avait rien à résoudre. Il y a eu même des fameux rapports, Condon et autres, qui ont été faits justement pour ça, pour ne pas résoudre le problème. Alors, il y a un débat aux États-Unis assez important. Bon, en France, on a guère que les échos, mais là-bas, c'est vraiment un débat relativement important. Il en ressort que les ovnis restent insaisissables malgré des décennies d'études, mais il y a pas mal de gens maintenant qui mettent de l'eau dans leur vin. Avant, qui disaient que les ovnis n'étaient pas intéressants, et maintenant qui disent, ah bah peut-être, il faut voir, il faut étudier. Notamment, il y a eu un article dans Spacecom. Spacecom, c'est un site internet américain assez important, qui parle du MUFON. En fait, qu'est-ce que 50 ans d'études ont apporté? Et bien, finalement, c'est un article mi-figue, mi-raisin. Oui, il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été apportées par les études, des définitions des ovnis, un grand nombre de témoignages. Et ce qui m'a pas mal intéressé, c'est qu'il y a un type qui s'appelle Oberg, qui est un spécialiste de l'astronautique américaine et un grand sceptique, finalement qui a fait un hommage aux gens qui recueillent de l'information, et notamment aux gens qui la conservent et qui la gardent dans l'espoir qu'un jour ça pourrait aider à donner un sens à ce mystère. Et pour les gens du saut, je trouve que il y en a plusieurs ici dans la salle, c'est quand même sympathique de voir qu'on a une sorte de reconnaissance de quelqu'un qui, à part ça, était autrefois un sceptique absolu. Le Trompe, il a une formule assez amusante, il a dit qu'il ne croit pas particulièrement aux objets volants non identifiés. Bon, savoir ce que ça veut dire, je ne sais pas.
certains sceptiques. Alors il y a aussi, lié à cette révélation en cours, un peu partielle, hein, qui ne vient pas quand même du cœur du système américain, de la défense américaine, mais de gens qui sont, je dirais pas marginaux, mais qui sont quand même sur... c'est quand même, par exemple, quelques sénateurs américains comme Harry Reid, des gens comme ça qui ont lancé la chose. Il y a quand même une contre-attaque, je dirais, on essaye de faire des attaques, comme on dit en français, ad hominem, enfin ad personam. On essaye de pinailler un petit peu sur les gens qui ont fait des révélations, et notamment Luc Elizondo. Est-ce qu'il était vraiment responsable de programme, ou est-ce qu'il dirigeait un projet, etc. Est-ce qu'il n'aurait pas un peu exagéré, un peu menti? C'est un peu la bonne guerre. Ça bouge beaucoup. Là, je ne vais pas trop détailler. C'est quelqu'un de l'Académie d'ufologie, M. Causan, vous connaissez sans doute, qui a publié ça dans Facebook. Et moi, je l'ai repris, j'ai mis un lien Facebook dans OVNI Paris. Donc, je vous conseille d'y aller parce que c'est un article très long, assez riche. Il y aurait quelqu'un qui s'appelle l'amiral Wilson, qui était un très haut responsable des services de sécurité américains, qui était vraiment au cœur du dispositif, puisque c'est marqué ici, non, c'est pas marqué là, mais marqué un peu plus loin, mais il a vraiment dirigé la DIA, par exemple, hein, qui est quand même quelque chose de très important. Et il a été interviewé une fois, il y a longtemps, par un dénommé Eric Davis, et il s'est un peu lâché, et 20 ans après, c'est ressorti. Et donc, en réalité, ça corrobore pas mal de choses, ça corrobore Roswell, ça corrobore le fait que le gouvernement américain est bien au courant de l'existence du problème, du phénomène, qu'il y a des études, mais qu'en réalité, les études n'ont pas été très loin. Enfin, comment dire, elles n'ont pas été très loin, elles n'ont pas eu une grande réussite, parce que d'après cet article, les Américains ont bien une soucoupe volante, mais ils sont incapables de la faire marcher. Ils n'y comprennent rien. Donc, très rapidement, deux livres. Alors, surtout sur le premier, je ne vais pas en parler longuement, parce que Elisabeth de Caligny, qui a fait ce livre, vient en septembre ici, à OVNI Paris. Donc, elle va vraiment reprendre le livre, elle va nous expliquer. C'est une conteuse. Donc dans ce livre, en fait, ce sont des contes. Hein. C'est pas péjoratif ma façon de dire. Voilà, elle raconte des histoires de contact entre des humains de la Terre et des humains de l'espace. Donc c'est pas, en général, c'est plutôt des contactés, mais il y a aussi, ça ressemble aussi de temps en temps à de l'abduction. Voilà, j'en dirai pas plus. C'est intéressant, surtout si on aime les contes. Je me répète un peu. Il y a quand même un article assez analytique au milieu, c'est celui qui parle de Meyer, vous savez, le contacté suisse. Sinon, elle leur raconte les histoires de contact au premier degré. Alors moi j'ai trouvé un bouquin en anglais qui s'appelle Alien Rock, et c'est fort intéressant parce que, enfin, de mon point de vue en tout cas, parce que ça fait comment dire, ça montre que on dit souvent, mais pourquoi les aliens ne se posent pas devant la Maison Blanche ou je sais où, n'essayent pas de... En réalité, il semblerait, si on en croit ce livre, qu'il y a un grand nombre de musiciens de rock, et peut-être d'autres choses, ont eu des rencontres, ont été contactés, ont été abductés, et ont vu des ovnis. Alors on parle de gens très célèbres, hein, comme Elvis Presley, comme Lennon, etc., et puis d'autres qui sont moins connus parce qu'on n'est pas tous forcément spécialistes du rock'n'roll. C'est un peu, je sais que ça paraît un peu bizarre parce qu'on est un peu à l'intersection de deux phénomènes marginaux, les ovnis d'un côté et le rock'n'roll de l'autre côté. Et on sait bien que les gens du rock'n'roll, ils prenaient tous du LSD, ils étaient toujours stone à 100%, mais en fait, c'est un peu méchant, c'est pas ça en fait. Les gens ont eu on fait des témoignages souvent bien avant qu'ils sont devenus célèbres et même qui jouaient de la musique. Alors moi je le lis et je vous le conseille, on peut l'acheter par Amazon. Je trouve que c'est... Oui, il y a Bowie, il y a plein d'autres gens qui ont été influencés par le phénomène. Ah, c'est pas un livre sur les gens qui parlent des ovnis dans leurs chansons.
C'est un livre sur les gens qui ont été témoins eux-mêmes. Et leur vie en a été transformée. Hein. Tous ils disent ma vie après ça, c'est plus la même. Donc je trouve intéressant. Oui, voilà. Ça, c'est une bêtise. C'est notre agent double du Sceau est devenu Paris qui a découvert ça. Un magazine qu'on n'avait jamais vu. Et voilà. L'agent double, il va peut-être se reconnaître. Et vous parlez. Comment? Ah, ça pourrait peut-être, oui, parce qu'effectivement, ils attirent le client comme ça. Oui. J'ai lu ça il y a à peine une heure sur Ok. Je vais vous parler un peu d'astronomie et d'espace et d'astronautique. En fait, tout ça, c'est un peu lié. Donc, retour sur les 60 satellites lancés par SpaceX. Le mois dernier, j'avais été assez alarmiste. J'avais dit, SpaceX sont bien gentils, mais ils vont nous couvrir le ciel. Et en fait, je m'étais laissé influencer par des articles alarmistes. Donc, je fais un peu mon mea culpa. Ensuite, bon, quelques découvertes que je considère intéressantes parce qu'elles vont dans le sens de la vie extraterrestre, de l'eau salée sur Europe, un pic de méthane sur Mars. Ouais. Attention au sport, ouais. C'est pas le sport, c'est les sports. Donc en fait, en réalité, pour simplifier, parce qu'il faut quand même qu'on avance, les satellites lancés par SpaceX, ils vont devenir pratiquement invisibles, ils montent en altitude, ils ont été lancés à basse altitude, quand ils seront dans l'altitude définitive, on ne les verra pratiquement plus, il faudra des jumelles pour les voir. Il y aura très peu d'effets, même sur des satellites des télescopes dont le but est de balayer le maximum de ciel. Il y a quelqu'un qui a fait un calcul et seulement 0,1% des pixels d'un télescope justement qui a une très large ouverture seront à tes souhaits, Daniel. Ah, on entend tout ce que je dis alors. Oui. Pardon. D'accord. Et puis je marque aussi que le ciel appartient à tous et pas qu'aux astronomes. Et donc le public pourrait très bien aimer ça, de voir pas mal de satellites qui passent dans le ciel. Pourquoi pas? Alors, et puis aussi que ces astronomes feraient mieux aux États-Unis, parce qu'en France ils le font, mais aux États-Unis, de lutter contre la pollution lumineuse. Europe, c'est un montage, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc là, vous avez à droite la deuxième lune de Jupiter. Elle est à peu près une taille légèrement inférieure à la lune de la Terre. C'est une planète qui est sous une croûte de glace à un océan. Et on s'est aperçu par des études sur le... Bon, vous voyez, en fait, il y a un grossissement là, à gauche. Ça reprend le rectangle qui est là. Hein. Et c'est strié, la surface est striée de fractures, de choses assez étonnantes, à tous les niveaux. Et on voit bien que c'est une couche de glace assez mince. Et par des études spectrographiques, on a pu arriver à prouver qu'il y a du sel le même que l'autre dans cet océan. Bah, ça va donc bien sûr dans le sens d'une possibilité de vie sur ce petit monde. Ça, j'ai trouvé intéressant aussi. Alors, vous vous souvenez qu'on a les astronautes américains de l'époque Apollo ont étudié la Lune au début, ils parlaient de masse con, c'est-à-dire en fait de masse qui se trouve sous les mers ou sous les gros cratères, une masse plus dense. Et là, on trouvé un énorme au niveau du pôle sud. Et ce qui pourrait être intéressant dans une optique un peu futuriste, puisque ce serait du métal, ça serait le cœur en fait d'un très gros astéroïde qui serait juste en dessous la surface, ça serait une gigantesque mine métallique potentielle. On peut rêver, enfin, je ne sais pas, c'est comme... Allez. Et sur Mars, récemment, le rover Curiosity a trouvé un très gros pic de méthane. Donc ça, c'est intéressant parce que l'origine du méthane, elle est très souvent biologique. Sur Terre, sur Terre, c'est presque toujours biologique. Sur Mars, il n'est pas impossible que ça puisse être aussi géologique. Néanmoins, c'est quelque chose à investiguer. C'est une possibilité pour la vie
sur Mars. Des sports dans l'espace, alors ça c'est lié aussi à une théorie comme la panspermie, c'est pour ça que j'en parle. C'est parce qu'on s'est aperçu que les spores de moisissure, ça c'est un pénicillium. Vous voyez, tous les spores, là, c'est ça, là. Ah, zut, non pour moi. Je vais revenir en arrière, voilà. Et j'appuie sur le mauvais bouton. Les spores qui sont ici, là, elles peuvent se détacher. Et on s'est aperçu qu'elles sont tellement résistantes aux radiations qu'elles pourraient très bien voyager depuis la Terre sur Mars et survivre et germer sur Mars. Alors, est-ce que elles pourraient germer sur le sol de Mars? Je ne sais pas, mais en tout cas, elles sont capables de survivre très très longtemps, bien plus, elles sont beaucoup plus résistantes que les mammifères, en fait, les êtres humains. Ça... Mais d'ailleurs, c'est une donnée qui a été soulignée un peu dans un commentaire un peu énorme, parce qu'il y a à l'époque où se fait une fiction. Oui, tout à fait. Les envahisseurs avaient un effet. Oui, puis les sports. Ok. Les sports des extraterrestres, les sports dans le. Ok, alors on va voir un petit peu d'astronautique rapidement. Donc je vais dire 2 mots sur le programme israélien, SpaceX, un essai de voile solaire, et puis sur une tentative européenne de concurrencer les Américains. Alors les Israéliens avaient failli poser cet engin-là sur la Lune, mais à quelques centaines de mètres près, ils ont raté, le moteur s'est arrêté, la machine s'est crashée sur la Lune, ce qui était quand même pas mal, parce qu'ils avaient réussi à l'envoyer dans l'espace, à le mettre en orbite. Enfin, c'est pas eux qui l'ont fait, c'est une fusée américaine Falcon, mais quand même, il fallait monter le programme et dépenser l'argent. Ils ont réussi ensuite à aller jusqu'en orbite lunaire, à descendre, et puis au dernier moment, boum. Alors ils ont dit, on en a un deuxième, on va recommencer. Puis là, non, mystère, on sait pas. Ils ont dit qu'ils vont changer de destination. Alors tout le monde peut parier sur la nouvelle destination. On va peut-être faire pourquoi pas sur Mars, je ne sais pas, sur une lune de Mars, je ne sais pas trop. On verra. C'est assez amusant. Là, quelques photos, on va passer très rapidement parce que c'est donc récemment, SpaceX a lancé pour la 3e fois et avec succès une fusée Falcon Heavy. Elle est avec 3 corps, comme ils disent CORE. On peut. Ah, zut, je suis bête. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont sales les deux sur le côté, ils ont été récupérés. Hein, de plus en plus, ils réutilisent les étages, et ça, bien sûr, ça fait des économies. Le but, c'est de faire des économies. Et là, ils n'ont pas hésité, ils travaillaient pour l'armée américaine, qui était le principal client. Il y avait une 25 satellites dans la coiffe, là tout en haut. Là, je vais vous la montrer un peu plus loin, la coiffe. Et quelques satellites civils. Mais donc ils n'ont pas hésité, SpaceX, ils sont vraiment sur d'eux et ça a très bien marché. C'est un succès presque total. Allez, suite. Donc là, une photo de la fusée sur son pas de tir la nuit. Là, c'est assez spectaculaire au démarrage, les moteurs qui crachent leur gaz enflammé. Ça alors, c'est donc la coiffe en question qui est ouverte. Vous voyez, c'est un petit peu comme une coquille de mollusque, il y a deux battants. Là c'est ouvert, et à l'intérieur il y a des satellites. Alors je ne dirais pas que les 25 sont là, et là il y a des satellites, et là il y a les 2 coques. Ensuite on les referme, et puis ça protège les satellites pendant la traversée de l'atmosphère. On ne voit pas trop. Là c'est la capture d'une coiffe, c'est la première fois, parce que ces coiffes coûtent extrêmement cher. Hein. 10 millions de dollars la coque. Donc ils cherchent à la récupérer, toujours pour gagner de l'argent. Et là, en fait, ils montrent qu'ils l'ont récupéré dans un immense filet. Ça, c'est un bateau, ça, c'est la mer, ça, c'est les mâts, et il y a un immense filet. Et c'est très amusant, ils font des... Enfin, ils cherchent pas à attraper des papillons, ils cherchent à attraper des coqs qui descendent sous parachute. Et des fois, jusqu'ici, ils ont toujours raté. Et là, c'est la première fois qu'ils ont réussi. Voilà le bateau en question, sans le filet. Dans les satellites, il y avait un projet intéressant de voile solaire. Donc c'est une petite société complètement privée, Planetary Society, oh, je sais la prononciation, excusez-moi, Society, merci. Donc là vous avez la voile pliée, et là dépliée
C'est un essai de dépliement. Alors les voiles solaires, c'est en théorie très intéressant parce que ça n'a pas besoin de carburant. Hein. C'est l'impulsion des photons qui tapent sur la voile et qui lui donne de l'impulsion du mouvement. Ça n'utilise pas l'énergie des photons, ça utilise l'impulsion. Et tant qu'il y a de la lumière, par exemple dans l'intérieur du système solaire, ou alors plus loin, si on éclaire ces voiles avec des lasers très puissants, eh ben, on peut naviguer dans le système solaire ou même ailleurs. Il y a même un projet qui s'appelle Breakthrough, financé par un millénaire, un milliardaire russe, qui veut envoyer une voile comme ça jusqu'à Alpha du Centaure, à 10% de la vitesse de la lumière. Bon, c'est pas encore fait, hein, parce que les lasers ne sont pas encore construits et au point. Mais bon, on verra peut-être. C'est pratiquement fini. Les Américains ont tellement cassé le marché du lancement grâce à SpaceX que les Européens voudraient bien faire pareil. Ils veulent vraiment imiter la Falcon de SpaceX. Et vous voyez, c'est le projet. Donc vous voyez, ça... Ah zut. C'est les mêmes pieds, c'est le même système. Donc récupérer le premier étage, comme font les gens de SpaceX. Est-ce que ça se fera? J'y crois pas trop, parce qu'il faut de l'argent, il n'y en a pas assez. Les Européens, il n'y a que 4 pays qui sont là dans cette affaire-là. Il n'y a que l'Allemagne qui est un pays sérieux, enfin excusez-moi les autres pays, le Portugal et puis la Belgique, mais les gens qui ont de l'argent et des compétences, c'est plutôt les Allemands que les autres pays. Et puis en plus, quand ça sera fait, ben, SpaceX sera passé à un projet très supérieur. Je vais en parler là. Alors, comme d'habitude, nous avons un stand du SO. Gilles Durand vend des livres ufologiques, hein, qui sont les fruits de dons, des choses qu'on récupère lorsque on sauvegarde des documents ufologiques. En septembre, donc comme je l'ai dit, nous avons Elisabeth Camini nous fait le plaisir et l'honneur de venir. Voilà. Et maintenant, place à Daniel Robin.